Essayez d'imaginer ce bruit de verre brisé, partout, en même temps. C'est ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Une vague de violence, immense, organisée, qui a déferlé sur l'Allemagne et l'Autriche. On l'appelle la nuit de cristal. Et c'est un pogrom qui va marquer un tournant vraiment brutal, un point de non-retour dans la persécution des Juifs par le régime nazi. Cette phrase, elle est d'une citoyenne allemande de Marie Calais, et elle est glaçante. Elle nous met directement au cœur du problème de l'époque. Cette envie d'aider, mais la peur qui paralyse tout. C'est ce climat de terreur, où le moindre geste d'humanité devient un acte de courage immense, qui va permettre à l'horreur de se produire. C'est la question essentielle. Pourquoi est-ce que cet événement en particulier est si important? Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tout a basculé? Pour bien comprendre ça, on va décortiquer ensemble les faits, le contexte et bien sûr les conséquences. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser le décor, pour comprendre le climat de haine qui était déjà bien installé. Ensuite, on verra quelle a été l'étincelle qui a tout déclenché, comment cette nuit de terreur s'est déroulée et ses conséquences absolument terribles. Et à la fin, on pourra répondre à notre question: en quoi la nuit de cristal a-t-elle été un tournant décisif? Bon, on y va. Il faut bien comprendre une chose, la nuit de cristal, ça n'arrive pas comme ça par hasard. C'est le résultat, l'aboutissement de plusieurs années de persécution, et une persécution qui est pensée, voulue et organisée par l'État nazi lui-même. Regardons d'un peu plus près cette chronologie. On voit très bien la mécanique qui se met en place, dès 1933. D'abord, on les sort de l'économie, de la société. Puis, en 1935, avec les lois de Nuremberg, le cran d'au-dessus, on leur retire carrément leur citoyenneté. Et en 1938, juste avant les événements qui nous intéressent, on accélère la spoliation, la confiscation de leurs biens. Le terrain est plus que prêt, la violence n'attend plus qu'un prétexte. Et oui, pour déchaîner une telle violence, il faut un prétexte, une étincelle. Et cette étincelle, le régime nazi va la trouver à des centaines de kilomètres de là, à Paris. L'histoire est tragique. Herschel Greenspan, c'est un jeune homme de 17 ans, il est complètement désespéré. Sa famille, comme des milliers d'autres juifs polonais, vient d'être expulsée d'Allemagne dans des conditions terribles. Ils sont coincés à la frontière, sans rien. Son geste est un cri de révolte face à cette injustice. Le diplomate meurt le 9 novembre. Et pour le régime, c'est l'occasion parfaite. Écoutez bien le cynisme absolu dans les mots de Goebbels, le ministre de la propagande. Quand il dit que les manifs ne doivent être ni préparés, ni organisés, c'est un message codé, évidemment. En réalité, il est en train de dire « lâchez-vous, mais faites en sorte que ça ressemble à de la colère populaire ». C'est tout simplement le feu vert officiel pour le déchaînement de violence. On va donc maintenant voir ce qui se cache derrière cette fiction de la propagande. Parce que, de spontané, ce pogrom n'avait absolument que le nom. En vérité, c'était une opération planifiée, coordonnée, depuis le plus haut sommet de l'État. Regardez un peu l'ampleur des dégâts. Plus de 260 synagogues incendiées, 750 commerces saccagés. Il faut bien se rendre compte de la coordination qu'il faut pour arriver à un tel résultat en une seule nuit. Ce n'est pas une émeute, c'est une opération quasi militaire, menée par les milices nazies, avec un ordre clair donné à la police, ne surtout pas intervenir. Et s'il y avait encore un doute, il suffit de lire ce que Goebbels lui-même écrit dans son journal intime « Bravo, bravo ». On ne parle pas de colère populaire ici. On sent juste la satisfaction froide, triomphante, d'un criminel qui contemple son œuvre. Après la violence dans les rues, une autre violence se met en place. Une violence administrative, humaine, mais tout aussi brutale et calculée. Ce chiffre, 30 000, c'est un basculement. C'est la toute première fois qu'on arrête des gens en masse, non pas pour un crime qu'ils auraient commis, mais simplement pour ce qu'ils sont. C'est le début des déportations massives vers les camps de concentration. Un avant-goût terrifiant de ce qui allait suivre. Et là, on attend des sommets de perversité. Non seulement les Juifs sont les victimes, mais le régime les déclare responsables des destructions et leur inflige une amende colossale. C'est la double peine. La violence physique, suivie immédiatement par le pillage financier à très grande échelle. D'ailleurs, ce vol organisé porte même un nom officiel, la Judenvermögensabgabe. Ça avait l'air très technique, très administratif, mais en réalité c'est tout simple. C'est l'institutionnalisation du vol. L'État nazi a besoin d'argent et il va se servir directement dans la poche de ses victimes, juste après avoir détruit leur vie. Derrière les chiffres, les décrets, il y a la souffrance humaine. Ce témoignage d'Herta Natorf, quand elle voit son mari revenir d'un camp, il est absolument poignant. Il nous rappelle la violence physique, la violence morale subie par ces 30 000 hommes. Leurs corps et leurs esprits ont été brisés. On arrive maintenant au cœur de notre question. En quoi, après avoir vu tout ça, peut-on dire que la nuit de cristal est un tournant fondamental? Regardez cette liste. Juste après le pogrom, c'est une véritable avalanche de nouvelles lois qui s'abat. Le but est clair, les effacer complètement de la société allemande.
Plus de travail, plus d'école, plus le droit de prendre le bus. En quelques semaines, ils deviennent des parias, des fantômes dans leur propre pays. Voilà, c'est ça le point essentiel. Avant novembre 38, la persécution était surtout dans les lois, dans l'économie. Après la nuit de cristal, le régime montre à la face du monde qu'il n'hésitera plus à utiliser la violence la plus extrême et la déportation de masse. Le tabou de la violence physique à grande échelle est tombé. Et la voie vers l'extermination est désormais grande ouverte. Et on termine avec une question qui, malheureusement, résonne encore très fort aujourd'hui. Le monde a condamné ces violences, bien sûr. Mais très peu de pays ont réellement ouvert leurs portes aux Juifs qui essayaient désespérément de fuir. Cette indifférence générale les a laissés piégés, à la merci de leurs bourreaux. Et ça pose une question terrible, qui traverse le temps. Quelle est notre responsabilité quand la barbarie s'installe juste à côté ?